Une élection, on l'a dit, qui était suivie de très près à l'étranger depuis des semaines, et les réactions depuis hier soir sont nombreuses. À Paris, l'enthousiasme, à Moscou, la déception, à Kiev, le soulagement, de quoi être heureux. À Varsovie, a écrit Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Même son de cloche en Espagne, où Pedro Sanchez a fait un parallèle entre les élections françaises et britanniques. Bonjour Caroline de Camaret. Immense soulagement du côté des Européens, en tout cas ceux qui craignaient l'arrivée du RN en France. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'était un parti, le Rassemblement national, qui pose un certain nombre de problèmes dans sa programmatique aux Européens. À commencer par le fait qu'ils ont ils voulaient peut-être effectivement revenir sur la contribution française à l'Union européenne, ce qui évidemment est en rupture avec les traités et ce qui est très problématique. Il y a bien sûr dans ce parti aussi la volonté de détricoter un certain nombre de textes, le pacte asile et migration de l'Union européenne, la politique agricole commune, et donc de revenir à une souveraineté nationale qui est excluante d'une Europe plus approfondie, ce qui pose évidemment problème puisque la France, ça n'est pas n'importe quel pays. Il peut y avoir un Orban en Hongrie, une Giorgia Meloni en Italie, ça ne constitue pas une minorité de blocage, alors que la France à elle toute seule constitue cette minorité de blocage. Alors, vous avez cité Donald Tusk, effectivement, qui est l'ancien président du Conseil, le Premier ministre polonais, qui a remporté les élections donc il y a plus d'un an contre précisément une majorité ultra-conservatrice, et il souligne effectivement à Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kiev le soulagement. Il souligne qu'effectivement un Rassemblement national au pouvoir, ça n'était plus la même politique étrangère non plus, ça n'était plus effectivement la même chose du tout pour les Européens, et vous l'avez très bien souligné, effectivement, celui qui se réjouit particulièrement ce soir, c'est Pedro Sanchez, le social-démocrate qui dirige l'Espagne et qui considère que c'est une grande victoire pour la social-démocratie qui empêche en plus l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Cela dit, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va se passer maintenant, effectivement, à la une de la presse européenne, mais il y a en Europe beaucoup de régimes parlementaires où on est habitué à faire des coalitions après les élections. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, en Belgique. C'est plutôt le modèle le plus courant. Donc finalement, ça ne paraît pas peut-être insurmontable à nos partenaires qui ne comprennent pas toujours qu'en France, ça n'est pas le modèle dominant. Sauf qu'en France, c'est inédit. Si coalition large ce sera effectivement une première. Et ça fragilise quand même un président qui va devoir avoir a priori un Premier ministre de cohabitation, plus ou moins éloigné de sa ligne politique. Mais ça, au niveau européen, pour la position de la France dans l'Europe, ça va compliquer les choses ? Ça complique toujours. Une cohabitation, on en a eu deux, effectivement. Il y a un modus operandi, mais c'était avec un président et un Premier ministre qui étaient de bords opposés, mais à peu près compatibles, notamment sur les affaires étrangères. C'est compliqué de sommet en sommet. C'est le président, par exemple, qui siège, mais le Premier ministre qui vient et qui s'assoit sur le rebord pour dire que tout est sous contrôle et correspond à son agenda à lui. C'est des problèmes institutionnels, effectivement. Il n'y a pas beaucoup, effectivement, dans une future coalition qu'on peut envisager de sujets importants de clivage, comme l'Ukraine, par exemple. Il y aurait eu avec le Rassemblement national une interrogation sur la poursuite de l'effort en direction de l'Ukraine. Mais là, ça ne serait pas le cas. Mais par contre, la trajectoire financière de la France, ça pose des questions entre le nouveau Front populaire et peut-être un président qui est, lui, du parti centriste. Et puis, il y a la question des nominations. Parce qu'il y a déjà une bataille qui était engagée à distance sur la nomination de Thierry Breton que Emmanuel Macron, le président, a décidé d'annoncer avant même qu'un gouvernement soit constitué. Ce qui avait suscité la colère de Marine Le Pen, d'ailleurs. Ce qui avait suscité la colère de Marine Le Pen parce qu'ils voulaient eux-mêmes désigner un président. Alors, est-ce qu'il faudra désigner un commissaire qui soit de la tendance du président ou de la tendance du Premier ministre de cohabitation ? Déjà, on voit que ça pose un certain nombre de questions. Marine Le Pen, Caroline, qui n'avait pas tout dit pendant cette campagne de ses intentions européennes ? Oui, alors il se passe des choses assez intéressantes en coulisses. Et puis, alors, c'est passé sous le tapis, mais peut-être
volontairement justement, puisque on s'aperçoit qu'au Parlement européen, il y a eu des grandes manœuvres, et puis on connaîtra sans doute à partir de cette semaine le nouveau visage et la composition des groupes politiques. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que le Premier ministre Viktor Orban a raflé la mise, littéralement, c'est-à-dire que ces leaders effectivement du Fidesz qui n'avaient pas de groupe politique pour aller dans un groupe politique. C'était Marine Le Pen qui dirigeait un groupe Identité et démocratie, mais il a fait alliance avec le parti autrichien, le FPO, qui est ancien d'idées, donc qui est venu chez lui, la formation tchèque ANO, les Espagnols de Vox, et puis les Néerlandais du PVV ont aussi quitté Marine Le Pen pour aller dans sa direction, le parti portugais Chega, etc. Bref, il a les 7 partis nécessaires, les 7 pays nécessaires, et donc Marine Le Pen est obligée maintenant de rentrer dans son groupe à lui, qui s'appelle les Patriotes. Et pourtant, elle a le plus grand nombre de députés, une trentaine contre une dizaine pour Viktor Orban, qui profite d'ailleurs de sa présidence tournante de l'Union européenne pour être partout tout le temps, alors qu'il n'en a pas les moyens institutionnels. Il est à Pékin. Présidence tournante, voilà, du Conseil de l'Union européenne, qui lui donne normalement aucun pouvoir supplémentaire en tant que tel. Donc, l'extrême droite avait caressé l'idée de se rassembler d'ailleurs dans un seul bloc, qui serait d'ailleurs une force politique très très importante au Parlement, mais il n'a pas réussi. Il y a toujours 2 blocs, un qui est jugé plutôt fréquentable pour, par exemple, le Parti populaire européen, qui est dirigé par Giorgia Meloni et ses députés, puis l'autre, donc Viktor Orban et Marine Le Pen maintenant, tous les deux autour de 80 députés européens. Ils vont d'ailleurs créer beaucoup de frictions pour avoir des vice-présidences. C'est effectivement quelque chose qu'ils sont en train de négocier ardemment. Ils n'auront peut-être pas de possibilité de le faire dans le groupe Les Patriotes, parce qu'il y a toujours un cordon sanitaire contre, en particulier, le parti de Marine Le Pen. Mais ils vont réclamer des vice-présidentes pour la session du 16 juillet qui va se dérouler donc à Strasbourg, constitutive du futur Parlement européen. Et puis, c'était quand même ce résultat des élections françaises, une assez mauvaise journée pour Giorgia Meloni et Viktor Orban, puisque au niveau des chefs d'État et de gouvernement, je vous l'expliquais, ils n'obtiennent pas un allié supplémentaire en la personne d'un Premier ministre du Rassemblement national. Donc, en effet, ça leur donne moins de poids pour réclamer des top jobs, des vice-présidences à la Commission. Et ça aussi, il faut voir que ça a rebattu beaucoup les cartes du côté de l'extrême droite européenne, qui finalement est fragilisée par un scrutin national français.